De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Nous allons parler principalement de la personnalité de type T selon David Schechter dans son livre Think Away Your Pain, Éliminer la douleur avec son esprit. Si vous voulez une expansion du concept, il y a des gens comme Gabor Maté qui vont référer à ce type de personnalité comme le type de personnalité C. Si vous sortez du reconditionnement de la douleur du monde TMS, c'est d'habitude la lettre qu'ils vont utiliser pour parler de cette personnalité. Mais nous, étant donné qu'on est en train d'explorer David Schechter, on va se servir de son mot. La personnalité de type T, T est pour tension. Les gens qui se mettent de la pression, qui créent des tensions dans leur corps par leur attitude psycho-émotionnelle. Donc c'est ça qu'on va explorer. Moi, je considère que j'ai la personnalité de type T, de type C, classique. Et là, si vous ne vous reconnaissez pas dans ce type de personnalité, vous allez quand même pouvoir extrapoler des choses de cette vidéo. Il y a d'autres sortes de personnalités, évidemment, qui développent des symptômes chroniques, de la douleur chronique, c'est évident, mais c'est un type de personnalité qu'il rencontre très fréquemment et que même sa réceptionniste commence à identifier de plus en plus. C'est ce qu'il nous dit. Elle les reconnaît. Ah oui, on les voit venir de loin. La personnalité de type T pour tension. Mais avant de commencer, je vais explorer pourquoi je décide de parler de ça. Principalement parce que je viens de faire une vidéo où quelqu'un avait de la difficulté à comprendre l'étape 9 dans les 12 étapes. Lui, il la met à l'étape 6, moi je l'ai mis à l'étape 9. C'est quoi? Cette étape, c'est penser psychologiquement, pas structurellement. Lorsque je repense à mon reconditionnement de la douleur, je réalise que c'est l'étape la plus difficile à décrire. Au début, j'ai fait un reconditionnement de la douleur classique. Mon cerveau avait associé certaines activités, certaines positions, certains moments de la journée avec de la douleur, avec du danger. Et il a suffi que je reconditionne mon cerveau, comme ça le dit dans le mot, reconditionner la douleur. J'ai enseigné à mon cerveau, ce n'est pas dangereux marcher, ce n'est pas dangereux courir, ce n'est pas dangereux se pencher. Je n'ai pas besoin d'avoir mal aux aines à l'heure du souper. C'est une fausse association que tu as faite. Et on reconditionne le cerveau comme ça. On augmente notre niveau d'activité physique. Il y a des symptômes. On enseigne à notre cerveau, c'est une surréaction. Ce n'est pas dangereux. Je peux en faire de plus en plus. Ça, c'est le reconditionnement de la douleur. J'ai éliminé beaucoup de symptômes comme ça, beaucoup de couches de symptômes. Et même à un certain moment, je n'avais plus de symptômes du tout. Zéro symptôme. Et je me disais, ça y est, j'ai fini le processus. Je faisais de plus en plus de sport. Je faisais du jogging, de la nage, de la bicyclette. Je faisais des étirements, je faisais tout ça en même temps. Et là, j'ai commencé à avoir une douleur. Et je me suis dit, ça doit être structurel. J'ai éliminé la douleur neuroplastique. Et je suis tombé dans le piège structurel. Je vais vous dire un secret, ce n'était pas structurel. C'est là que j'ai réalisé que le reconditionnement de la douleur, le reconditionnement du cerveau, lorsqu'on corrige l'erreur du cerveau, c'est vraiment les couches les plus superficielles du processus. Et en dessous, il y a des concepts psycho-émotionnels à adresser. Et c'est ça qui est le plus difficile à faire dans le reconditionnement de la douleur. D'un côté, ça peut être plus difficile, d'un côté, ça peut être plus facile. Parce que lorsqu'on lit David Schechter et David Clark, ils nous parlent justement de gens qui ont un problème psycho-émotionnel et dès qu'ils le règlent, la douleur s'en va. Donc ça peut être plus facile pour eux. Ils n'ont pas à reconditionner leur cerveau. On va donner un exemple. Parmi tant d'autres, un exemple simple. Quelqu'un qui a toujours été critiqué sévèrement par sa mère,
lorsqu'elle était jeune. La mère arrête pendant une certaine période, mais là, la femme tombe enceinte, elle a un fils, et elle recommence à la critiquer de plus belle, et elle commence même à critiquer son fils. Elle dit, ah, tu n'élèves pas bien ton fils. Et la femme a des problèmes de digestion et elle vomit. Là, elle va voir justement quelqu'un qui lui enseigne ce qu'est TMS, et elle réalise qu'elle doit réajuster la relation avec sa mère. Et lorsque la mère comprend, elle arrête de la critiquer, les symptômes s'en vont. Donc, penser psychologiquement et non structurellement, d'un côté, peut être une espèce de raccourci pour certaines personnes. Ils n'ont pas besoin de faire tout un reconditionnement de la douleur. Ils adressent un problème émotionnel, la douleur s'en va. Pour la plupart des gens, et c'était mon cas, c'est les deux. Il y a une espèce de reconditionnement de la douleur à faire, mais en dessous de tout ça, il y a des problèmes psycho-émotionnels à adresser, des mauvais mécanismes de défense, des mauvais mécanismes d'adaptation, des stratégies d'adaptation, souvent qu'on développe dans l'enfance, qui étaient utiles à une certaine étape, mais qui commencent à nous nuire tôt ou tard dans notre existence. Et il faut adresser ces mécanismes sous-jacents. Pour la plupart des gens, il ne suffit pas de faire le reconditionnement de la douleur. Et pour la plupart des gens, il ne suffit pas simplement d'adresser un problème émotionnel et là, tous nos symptômes s'en vont. Beaucoup de gens deviennent obsédés avec ces histoires et ils sont déçus lorsqu'ils ne sont pas capables simplement de sentir leur rage avec leur père. Pourquoi mes symptômes ne s'en vont pas? J'ai senti ma rage contre mon père. Ça devrait s'en aller, là. Ce n'est pas aussi simple que ça. Pour la plupart des gens, c'est ça. C'est un processus à deux branches. On reconditionne la douleur. Moi, j'ai fait ça en 4 mois. Mon cerveau a arrêté d'associer la marche, le jogging, la nage avec le danger. Donc, il ne me donnait plus de douleur. Et là, lorsque j'ai commencé à avoir des symptômes par-ci, par-là, j'ai vu que c'était plus profond que juste des mauvaises associations, une erreur du cerveau. Il y avait quelque chose à adresser de sous-jacent. Et c'est là que penser psychologiquement au lieu de structurellement devient encore plus important. Il y a un travail psycho-émotionnel à faire. Et donc, quelqu'un, c'est ça, se poser des questions sur cette étape dans l'autre vidéo. Et là, je me suis dit, la vidéo n'est pas assez claire, il faut que je refasse la vidéo. Peut-être, au lieu d'avoir 2 parties, je vais la mettre en 3 parties pour expliquer mieux. Et ça, j'espère que vous êtes capable de repérer maintenant ce qui se passe. C'est mon perfectionnisme qui fait surface. La vidéo n'est pas assez bonne. Je peux faire une meilleure vidéo. Donc, c'est ça qu'on va adresser maintenant dans cette vidéo. C'est la personnalité de type T selon David Schechter. Quelle est cette personnalité? Premièrement, c'est des gens qui souvent sont motivés, hyper motivés. Quand j'ai commencé à faire le reconditionnement de douleur, j'ai vu que ça marchait pour moi. Je faisais du jogging, je faisais de la nage, je faisais de la bicyclette. Je me suis dit, c'est fantastique, c'est un miracle. Les gens en français ne comprenaient pas les vidéos en anglais. Je me suis dit, je vais faire des vidéos. Et j'ai commencé à faire plein de vidéos. Moi, ça m'en a pris beaucoup. Je vais faire plein de vidéos. Je commence à parler avec des gens sur Zoom. Je commence à répondre à des emails. Je commence à écrire mon propre livre. Motivation, hyper motivé. Ça peut être un avantage comme un désavantage. J'étais très motivé pendant le reconditionnement de la douleur. Mais c'est des gens, souvent, qui veulent atteindre le sommet de la société. Et ça peut parler d'un manque profond en nous. C'est là qu'il faut explorer. Les gens vont arriver à ce comportement pour des raisons différentes, souvent liées à l'enfance. Et c'est là que le travail devient plus profond, plus complexe. Pour certaines personnes, il ne suffit pas d'adresser un seul problème émotionnel ou de faire le reconditionnement de la douleur. Il faut adresser toute une espèce de complexe de mécanismes qui ont pris des années à s'installer. Donc, hyper motivé, nous dit David Schechter. Gentil, trop gentil.
C'est pas correct être gentil, c'est bon être gentil comme un mouton. On se laisse trop faire, on se laisse piler dessus. Ce n'est pas bon, se laisser manger la laine sur le dos. J'ai toujours été trop gentil dans ma vie. J'accommodais tout le monde, même à mon détriment. Quelqu'un me demande un service, ça fait pas mon affaire, je vais le faire. Je suis gentil au-delà de ce qui est bon pour moi en général. Il faut que je travaille ça, parce que ça nous met de la pression, ça crée du stress. Et là, vous aurez beau faire le reconditionnement de la douleur. Si vous êtes toujours en train de vous piler dessus, laissez les autres vous piler dessus, il peut y avoir ici des symptômes qui sont beaucoup plus profonds qu'une mauvaise association que le cerveau a faite. Les gens qui aiment l'ordre, les gens qui aiment l'ordre à un trop haut degré. Tout doit être en ordre, ça c'est le contrôle. Les gens qui veulent tout contrôler. Je suis coupable. J'ai trop essayé de contrôler dans ma vie. Est-ce que vous essayez de tout contrôler ou vous êtes capable de lâcher prise? De plus en plus, le reconditionnement de la douleur, c'est ça, c'est le voyage TMS, c'est lâcher prise. On est en contrôle de rien. On va tous être morts dans pas long. C'était une illusion, le contrôle. On ne contrôlait rien. On lâche prise. Le perfectionnisme. D'où ça vient, le perfectionnisme? On va explorer ça dans d'autres vidéos. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance? Est-ce que vos parents étaient exigeants avec vous? Est-ce que vous aviez l'impression que l'amour n'était pas inconditionnel, que l'amour était conditionnel et qu'il fallait que vous performiez à un certain niveau, que ce soit académiquement ou dans les sports, dans l'athlétisme, pour que vos parents vous aiment? Est-ce que vous aviez l'impression que il fallait se comporter d'une certaine façon, que certaines émotions n'étaient pas acceptables? Lorsque je suis en colère, les gens n'aiment pas ça, je réprime, je refoule ma colère. J'essaie d'être parfait. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses, essayer d'être parfait. Ça veut dire en fait essayer de plaire aux autres. C'est des gens qui essaient constamment de plaire. Et ça peut être nocif lorsque c'est à un trop haut degré. Responsable. Êtes-vous hyper responsable? Quelqu'un dans les groupes qui prend toutes les responsabilités sur eux. Surtout quand les autres se défilent. Ah, il va falloir que je fasse tout moi-même. Hein? J'ai souvent été dans ce rôle, surtout au travail. Il va falloir que je fasse tout moi-même. Les gens, c'est vendredi. Ils veulent s'en aller tôt. Il va falloir que je le fasse. C'est ma responsabilité. Faire attention à ces mécanismes. Jugement, le jugement. Êtes-vous quelqu'un qui juge beaucoup? Souvent, quand on juge les autres, on se juge soi-même aussi. Lorsqu'on juge les autres, il y a un sentiment de supériorité souvent. Mais le mécanisme sous le jugement, c'est la comparaison. On se compare aux autres. Lorsqu'on juge quelqu'un négativement, je suis supérieur à toi. Et le problème, c'est que ça va dans les deux sens aussi. C'est qu'on se juge, donc des fois, on est inférieur aux autres. Est-ce que vous vous comparez aux autres tout le temps? Est-ce que vous jugez les autres? Est-ce que vous vous jugez? Donc c'est très important ça dans le processus où on commence à penser psychologiquement au lieu de structurellement. Donc le jugement, évidemment, mène à l'autocritique. Pourquoi est-ce que vous vous auto-critiquez? Vous critiquez les autres, vous vous auto-critiquez. Et là, c'est là qu'un processus psychologique plus profond peut aider. Je ne veux pas commencer à parler de plein de techniques et de modalités. Donc, je vais en mentionner une que j'ai déjà mentionnée, le Internal Family System. Je vais le mettre en français ici à l'écran, basé sur le livre No Bad Parts de Schwartz. Donc lui, son approche, ce qu'il dirait, et c'est ça, penser psychologiquement au lieu de structurellement, c'est d'aller de plus en plus dans la psychologie. Plus j'ai avancé dans le reconditionnement de la douleur, moins je lisais des livres comme Alan Gordon et Sarno, et plus je lisais des livres de psychologie. J'ai reconditionné ma douleur, j'ai enlevé les couches superficielles, mais là, il faut faire un travail plus profond.
Qu'est-ce qu'il nous dirait, lui, Schwartz, par rapport aux critiques? Lorsqu'on va voir notre critique interne, il nous dit, ce n'est pas le critique interne qui nous critique. Vous vous identifiez à une partie de vous-même. Le critique interne est une partie de vous-même. Il critique d'autres parties de vous-même. Et là, vous pouvez prendre une distance avec ça. Ce n'est pas moi, ce ne sont que des parties de moi. Et là, vous allez interroger le critique interne. Pourquoi tu fais ça? Est-ce qu'il est méchant? Est-ce que c'est un tyran? Ou une fois qu'on commence à avoir une discussion avec, on réalise que c'est une partie de nous qui a décidé de prendre ce rôle sur ses épaules malgré lui. Il dit, à un moment dans ta vie, je ne sentais pas que tu étais en contrôle, il a fallu que je prenne le contrôle, tu n'étais pas assez motivé, et là j'ai commencé à te traiter de paresseux. Tu es paresseux, allez, j'ai fait ça pour ton bien. Et là on réalise que le critique interne n'essaie pas de nous nuire, il essaie de nous aider. Mais évidemment, sa stratégie n'est plus adaptée. Et tout ce que le critique interne demande, lorsqu'on rentre vraiment en conversation profonde avec, c'est de n'être plus poussé à être dans ce rôle d'autocritique, de critique interne. Donc ça, ce ne sont que des pistes, mais je vous montre ici comment on pense psychologiquement au lieu de structurellement. De plus en plus aller dans vos mécanismes. Et si vous n'aimez pas Schwartz et le Internal Family System, il y a d'autres modalités, il y a d'autres façons d'explorer tout ça. Pourquoi je m'autocritique constamment? Ça met de la pression, ça crée de la tension sur nous-mêmes. Ce que nous dit David Schechter, c'est que ça ne prend pas ces 7 traits pour pouvoir se qualifier comme une personnalité de type T. Il dit que 2, 3, c'est bien assez. Bien assez. En général, comment pourrait-on décrire cette personne? C'est une personne dure avec elle-même. J'ai toujours été dur envers moi-même. Et de plus en plus, j'apprends à être mou. Mou envers moi-même. Ce que nous dit David Schechter et qui est très intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin de changer notre personnalité radicalement. Ce qu'il nous dit, et c'est ce que j'ai découvert par moi-même, c'est que nous n'avons besoin simplement que de baisser le volume. Admettons que moi je suis quelqu'un qui a tendance à être perfectionniste et que mon perfectionnisme est crinqué souvent à 9 sur 10. Il suffit de faire une démarche où on prend conscience de ça, de notre personnalité. Et là, c'est mon perfectionnisme qui ressort en ce moment. Et là, on baisse le volume de notre perfectionnisme. Au lieu d'être à 8, à 9, à 2, 3, 4, peut-être 5. Et il nous dit, c'est assez. C'est assez, pas besoin de changer notre personnalité radicalement. C'est ce que j'ai découvert moi-même. Même si j'ai fait le reconditionnement de la douleur, je n'ai plus de symptômes. Quand je peux faire tout l'exercice physique que je veux. Je peux aller courir, je peux aller nager, je peux faire de la bicyclette. Mais des fois, quand je deviens trop perfectionniste, je me mets trop de pression, j'ai un symptôme qui monte. Ma colonne vertébrale, par exemple, peut commencer à brûler. Et là, ça, c'est un baromètre de la pression interne, de la tension interne. Et là, je fais « wow », je me mets trop de pression, j'ai trop de tension dans mon système, je relaxe. Je relâche la pression et les symptômes s'en vont. Aucun problème. La pression baisse, le baromètre baisse, les symptômes s'en vont. Donc une fois qu'on a fait le reconditionnement de la douleur, ça devient très facile de faire de plus en plus facile. C'est ça le but, de penser psychologiquement au lieu de structurellement, de voir les liens entre nos émotions et un symptôme qui émerge, entre une mauvaise stratégie, un mauvais mécanisme d'adaptation de défense et des symptômes qui émergent. Pas besoin de changer notre personnalité radicalement. On baisse le son, on baisse le volume. Moi, c'est ça que je fais. Quand je sens que mon perfectionnisme, ma motivation deviennent trop, je fais trop de vidéos,
trop de Zoom, trop d'emails, j'essaie d'écrire le livre, baisse la pression, les symptômes s'en vont. Ce n'est pas un problème. J'aime les symptômes même maintenant. C'est un système d'alarme. Quand notre cerveau a fait des fausses associations, c'est une fausse alarme. Ne voyez pas une vraie alarme là-dedans. Votre cerveau a associé la marche avec le danger, il va vous donner des... C'est un faux système d'alarme, il ne faut pas s'inquiéter. Mais de plus en plus, lorsque tout ça va s'en aller, et que là vous avez un symptôme, ce n'est pas une fausse alarme, c'est une vraie alarme. Ding, ding, ding. Ah oui, il y a de la fumée là. J'ai de la fumée qui me sort par les oreilles. Trop de pression, trop de vidéos, trop de Zoom, trop d'emails. Et ça, même Alan Gordon en parle dans son livre, parce qu'il faut l'aborder. Il parle d'une femme qui regarde ses courriels dès qu'elle se lève le matin. Il lui dit non, 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 ça prend. Tu te lèves le matin, il y a un espace à créer. Là. On ne regarde pas les courriels tant qu'on n'est pas au travail. Et là, la pression baisse, la tension baisse. Elle peut faire le reconditionnement de la douleur. Là. Donc, il n'y a pas d'ordre. Moi, je conseille toujours de faire le reconditionnement de la douleur primordialement. Et là, parce que ce travail-là émotionnel prend toute une vie. Et le dernier thème que je vais aborder, dans la vidéo où je parlais des 12 étapes, je ne l'ai abordé que du côté comportemental, le doute. Lorsqu'on doute, on a un symptôme et on doute, est-ce que c'est structurel ou neuroplastique? Ça, c'est la première couche de doute. C'est la plus facile. De plus en plus, on répète le message, on réalise, ce n'est pas structurel, c'est neuroplastique. Cette couche de doute s'en va. Mais il y a une autre couche de doute plus profonde. Je n'ai pas adressé dans l'autre vidéo. C'est quoi? C'est la question, je sais que c'est neuroplastique, mais vais-je réussir? Suis-je capable? Peut-être que je suis la seule personne pour qui ça ne marchera pas. Et là, c'est vraiment là qu'il faut penser psychologiquement au lieu de structurellement. Il y a beaucoup de choses à aller creuser là-dedans. Pourquoi est-ce que vous doutez? Vous réalisez que c'est neuroplastique. Pourquoi est-ce que vous doutez que vous êtes capable? Et là, la psychothérapie peut aider. Moi, j'ai fait de la psychothérapie. Mais j'ai lu beaucoup de livres sur la psychologie, comme Richard Schwartz, pour n'en nommer qu'un. Mais c'est ça que je lis maintenant principalement, des livres de psychologie, parce que je pense psychologiquement, non structurellement. Donc, si vous avez du doute, et c'est là le cœur du reconditionnement de la douleur, le doute que c'est neuroplastique, le doute que c'est structurel, c'est réglé ça, je sais que c'est neuroplastique. Pourquoi vous doutez que vous êtes capable de le faire? Et là, il y a un travail psycho-émotionnel à entreprendre. Le sentiment, par exemple, de ne pas être assez. Le sentiment de ne pas être aussi bon que les autres. Vous vous autocritiquez, vous vous jugez, vous vous comparez aux autres. Il faut devenir de moins en moins dur avec soi-même. Devenir très mou, très compassionné. Très important. Se critiquer de moins en moins, même se complimenter. Je suis capable. Je vais de mieux en mieux. C'est facile. C'est facile, je vais y arriver. Je fais le travail émotionnel. Ça va durer toute une vie. Si votre vision, c'est d'arrêter les symptômes, votre vision est trop courte. Ayez une vision beaucoup plus grande que ça. Ce que nous dit Gabor Maté, c'est qu'il faut devenir entier. Becoming whole. Il faut devenir entier. Et là, si c'est ça votre but, éliminer les symptômes, ça devient... Ce n'est plus une préoccupation. Les symptômes vont partir et vous n'allez plus voir ça comme la fin du processus. Ah oui, les symptômes, c'est pas grave les symptômes. Il faut que je devienne une personne entière. Il faut que je réconcilie toutes ces parties séparées en moi-même. L'autocritique, les critiques internes, la victime. Il faut réconcilier, il faut devenir entier. On n'a pas besoin, comme nous dit David Schechter, par contre, de changer notre personnalité
complètement. Il suffit de devenir conscient et de baisser le volume, baisser la pression, baisser la tension.